Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue chez Contexte à Bruxelles, bienvenue dans la bulle européenne. Je m'appelle Lucille Bréau, je suis responsable éditoriale de notre bureau ici dans la capitale de l'Union et je vous accueille pour ce live aujourd'hui consacré à l'automobile autour de cette question centrale, l'industrie européenne peut-elle éviter la sortie de route? Notre regard, notre obsession comme toujours, vous proposer l'information la plus utile possible. On est donc ensemble pour 45 minutes pour revenir sur les conclusions du dialogue stratégique qui s'est tenu, dialogue stratégique sur l'automobile qui s'est tenu tout début 2025 ici à Bruxelles. Ce format, je le redis à chaque fois, mais c'est d'abord et encore une fois le vôtre. 45 minutes d'échange entre nous, 45 minutes pour répondre à plusieurs questions. En quoi ce plan d'action est-il une victoire pour les constructeurs? Et maintenant, comment les acteurs politiques se positionnent dans la séquence? Comment soutenir la transition vers une mobilité propre sans sacrifier la compétitivité de toute une filière? Que change, évidemment, on en parlera, les droits de douane imposés par Donald Trump pour la filière? Ces questions, mais bien sûr, évidemment, les vôtres. Alors allez-y, je les attends en direct dans le chat. Avec moi, aujourd'hui, autour de la table pour se projeter un peu sur la suite, deux journalistes de contexte, évidemment les plus à même de vous éclairer. Isabelle Smet, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Oui, Isabelle, tu es journaliste pour notre édition Transport ici à Bruxelles. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler des suites du plan d'action automobile, je vais vous parler des émissions de CO2 des voitures et je vais vous parler des batailles qui s'engagent autour de ces objectifs d'émissions. Merci beaucoup Isabelle, on se retrouve dans quelques minutes. Et Benjamin Milkov, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour tout le monde. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Benjamin? Moi, je vais vous parler du reste, et notamment de gros sous, de leasing social et de verdissement des flottes. Merci beaucoup, Benjamin. Évidemment, on reviendra en fin de live, je l'ai dit, sur le feuilleton des droits de douane qui nous occupe aussi, évidemment, à Bruxelles. Ces droits de douane américains suspendus pour 90 jours, mais l'automobile, elle, n'est pas exemptée pour autant. Une couche en plus pour la filière. Merci à tous les deux. On plonge tout de suite dans le cœur du sujet. On attaque avec notre première partie, dialogue stratégique, la victoire des constructeurs. Ce dialogue, Ursula von der Leyen l'a elle-même lancé en grande pompe, c'était le 30 janvier dernier, en promettant de le mener tambour battant évidemment. Ses conclusions, à savoir un plan d'action quand même assez dense, ont été dévoilées le 5 mars dernier, un peu plus d'un mois maintenant. Le premier constat, il est pour toi, Isabelle, une mesure évidemment, si vous suivez ce débat, a considérablement marqué les esprits. C'est l'introduction de flexibilité sur les objectifs d'émissions 2025. Une bouffée d'air pour les constructeurs, on peut le dire ainsi, annoncée par la présidente de la commission en personne. Mais concrètement, de quoi on parle quand on parle de ces flexibilités, Isabelle ? Oui, alors une bouffée d'air, ça certainement, parce que l'objectif de ces flexibilités, c'était d'éviter aux constructeurs de devoir payer des amendes s'ils ne respectaient pas les objectifs d'émissions de CO2 de 2025, émissions qui sont définies dans la réglementation de l'UE. Donc, on offre un délai aux retardataires. En quelque sorte, on ne va pas vérifier fin 2025 s'ils rentrent dans les clous. On va calculer une moyenne sur 3 années, les années 2025, 2026, 2027. Donc, si un constructeur sous-performe en 2025, il aura l'occasion de surperformer en 2026, 2027 pour éviter ces fameuses amendes. C'était vraiment la première priorité des constructeurs à l'entame du dialogue stratégique. En ce sens, c'est une victoire. Ils ont obtenu cette flexibilité. C'est aussi la première concrétisation, la première vraie concrétisation du plan d'action, puisque cette proposition législative, elle est maintenant sur la table. Elle a été présentée par la Commission le 1er avril et elle est en discussion au Parlement et au Conseil des ministres. Et tu me disais en préparant ce live que ça a pratiquement effectivement éclipsé tout le reste. On le comprend, donc on est censé avec cette proposition régler un problème assez immédiat, puisque on parle de 2025. Il va pas falloir trop traîner pour l'adopter si on t'écoute. Il va pas falloir traîner, c'est évident. Donc il faut savoir au niveau européen, en moyenne, une proposition législative, c'est des discussions pendant 18 mois entre le Conseil et le Parlement et au sein des institutions.
Évidemment, on ne pouvait pas, dans ce cas-là, se tenir à ces délais. Ce qui s'est passé, c'est que tout de suite au Parlement européen, le jour même où la proposition a été présentée, le PPE, donc le principal groupe politique, a annoncé qu'il voulait déclencher une procédure d'urgence. La procédure d'urgence, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière d'adopter en raccourcissant toutes les étapes qui sont normalement préalables. Donc on ne va pas nommer de rapporteur, on ne va pas avoir des débats en commission parlementaire, on ne va pas y avoir cette étape de dépôt d'amendements qui doivent être approuvés en commission avant de passer en plénière. Donc on raccourcit vraiment cette séquence, on arrive tout de suite en plénière. C'est, d'après nos informations, ça pourrait être sur la table, ça devrait être sur la table lors de la prochaine plénière du Parlement européen, donc début mai. L'idée, c'est de voter le 6 mai sur la procédure d'urgence donc, en elle-même, parce que cette procédure, elle doit être acceptée d'abord par les groupes politiques. Si elle est acceptée, et normalement elle le sera, on votera 2 jours après, le 8 mai, alors sur le fond de la proposition. Et là, ce sont des négociations en cours entre les groupes politiques, entre le PPE, entre le SND, les socialistes, avec Renew, les centristes. Le plan, c'est d'éviter des amendements, parce que si on pose des amendements, ils vont devoir être votés en plénière. S'ils sont votés, ils risquent encore de retarder la procédure. Donc ça, c'est le plan et ce sont des discussions qui se tiennent pour l'instant. Donc on comprend en t'écoutant que la Commission veut aller quand même très vite. Est-ce que ça peut quand même poser des problème le fait d'être en procédure d'urgence? Est-ce que peut y avoir des critiques qui naissent d'un manque de concertation éventuelle, ou ça c'est quelque chose qui est comment dire, accepté par la Commission et qui se dit mais en fait c'est une urgence, je la pose ainsi et je veux une procédure d'urgence en l'occurrence? La Commission, elle a toujours dit qu'elle comptait sur le Parlement et le Conseil pour adopter cette proposition rapidement. Elle n'a pas de sens, cette proposition, si elle dure, si on met 18 mois à l'adopter. Au Conseil, c'est très clair aussi. Il n'y a pas l'équivalent au Conseil d'une procédure d'urgence, mais il y a eu des premiers débats la semaine dernière, et les retours qu'on en a, c'est que majoritairement, les États sont tout à fait conscients et veulent que ça aille vite. On nous dit que ça pourrait passer au Coreper, donc au niveau des ambassadeurs adjoints des États, qui pourraient donner leur feu vert à cette proposition. Le 30 avril, c'est à confirmer. C'est dans une dizaine de jours. C'est dans une dizaine de jours. C'est avant le vote au Parlement. Donc, si le plan se passe comme ça, sans accroc ni au Conseil ni au Parlement, ça veut dire que cette proposition, elle est adoptée pour la mi-mai. Une question qu'on avait aussi évidemment envie d'aborder ce matin avec toi, c'est une des choses importantes dans cette proposition, et la Commission l'a évidemment répété. Avec cette proposition, alors on ne touche pas à l'objectif 2025, il est évidemment maintenu. L'idée, c'est pas pour autant d'affaiblir la cible climatique, parce que ça aurait pu être évidemment une lecture. Ça aurait pu être une lecture, c'est un petit peu la lecture quand même, mais donc oui, le discours officiel, c'est on ne touche pas, et c'est vrai, on ne touche pas à l'objectif 2025, on reste à moins 15% d'émissions par rapport à 2021, c'est ça l'objectif 2025, même s'il est calculé sur 3 ans, au bout de 3 ans, on va regarder si ces moins 15% sont bien là. Maintenant, c'est peut-être un peu court de considérer que rien ne change et que, comme le dit la Commission, il n'y a pas de personne n'en sort perdant, parce que concrètement, ça va quand même retarder l'arrivée des véhicules électriques sur nos routes en 2025. Il n'y a plus cette pression sur les constructeurs, si l'on veut, pour qu'ils proposent ces véhicules électriques. On sait aussi que les constructeurs font des marges plus importantes sur les véhicules thermiques, donc on peut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait quand même plus de véhicules thermiques immatriculés en 2025 grâce à ces flexibilités que sans ces flexibilités. Et un véhicule thermique immatriculé en 2025, il ne va pas émettre qu'en 2025, il va émettre sur toute la durée de sa vie, c'est-à-dire quand même 10 ans, 15 ans. Donc il y aura des émissions en plus. Et une chose importante aussi, c'est qu'il y a les constructeurs et il y a l'écosystème automobile. Et dans l'écosystème, il y a
tout le monde le secteur de la recharge automobile. Alors, ce secteur, pour être rentable, il a besoin des véhicules électriques sur les routes. Bien sûr. Il n'est pas rentable aujourd'hui, et c'est normal, parce qu'on est dans une phase de montée des véhicules électriques. De transition, en quelque sorte. Voilà, il est dans une phase où on investit beaucoup, on équipe les routes, les autoroutes, les centres urbains. Donc c'est une phase de dépenses, mais son seuil de rentabilité, son horizon de profitabilité, en quelque sorte, il a été calculé sur base des objectifs avant le changement. Donc concrètement, cet horizon de profitabilité, il va un petit peu reculer. Et ça, c'est quelque chose qui stresse les investisseurs. Et puis c'est aussi intéressant de noter que les constructeurs commençaient à sortir des véhicules plus petits, électriques, et donc moins chers au début de l'année 2025, quand ils devaient encore éviter à tout prix les amendes. Et là, ils vont être moins pressés de fait. Alors, c'est des décisions qui se prennent sur des années, mais il y avait quand même des effets déjà en 2025, et là, on repousse l'échéance. Bien sûr. On va en profiter peut-être pour prendre une première question, celle de Christian, qui nous demande, merci à lui, que pourrait-il se passer, donc on est sur la question de la flexibilité, que pourrait-il se passer si au bout des 3 ans, ces fameux 3 ans de flexibilité, l'Union européenne se rend compte que finalement le secteur sera encore moins capable qu'aujourd'hui de se conformer à ces obligations? C'est évidemment une question qui se pose, sous-entendu parce que le marché de l'électrique n'aurait pas décollé. Est-ce qu'on n'est pas juste en train, nous demande Christian, de pousser un tas de sable? Je ne sais pas qui de vous deux veut tenter de répondre à Christian. Isabelle, je t'en prie. Alors c'est une question qui évidemment qui se pose. Ce qu'on sait lors des premiers débats au Conseil, par exemple, clairement, il y a certains États membres qui demandaient des flexibilités directement sur 5 ans, parce qu'ils estimaient qu'après 3 ans, eh bien, le risque d'amende était toujours là. Il y a un petit verbatim important dans la proposition qui dit en gros qu'on est sur un one-shot. On est sur, c'est déjà très unique, voilà, et que donc normalement après 3 ans, l'idée c'est pas d'éventuellement prolonger. Les retours qu'on en a eu également, c'est que von der Leyen, la Commission en tout cas, ont été très clairs au moment où ils ont déposé leurs propositions. C'est de dire on ne commence pas à négocier pour avoir plus, pour passer à 5 ans, pour passer à 4 ans. C'est pas parce qu'on vous donne la main que vous allez prendre le bras ou l'épaule ou l'ensemble du haut du corps, quoi. Et en menaçant même, d'après ce qu'on me dit, de retirer sa proposition si c'était le cas. Ça explique peut-être que l'ACA, les constructeurs automobiles sont plutôt dans une attitude où on adopte ça rapidement, il n'y a pas un vrai lobbying pour augmenter cette période. Maintenant, c'est clair que on est aujourd'hui, 3 ans, tout peut se passer en 3 ans, et qu'on verra la situation du secteur automobile, et on a été témoin d'un énorme lobbying, et que dans 3 ans, il peut recommencer, et que donc rien n'exclut, même si la proposition est faite pour que ça ne se passe pas, rien n'exclut qu'on retourne dans un même épisode. Merci beaucoup Isabelle. D'autant plus que les commissaires, à plusieurs reprises depuis leur prise de fonction, ont répété qu'on ne ferait pas de flexibilité, qu'on ne toucherait pas ces objectifs, et puis finalement on se rend compte qu'avec un bon vieux lobbying, ça finit par marcher, quoi. C'est vrai que les constructeurs ont parlé des flexibilités sur 5 ans, ils ont répété cette question des flexibilités, des États comme la France ont fait les mêmes demandes, et le secteur est en difficulté, donc ça a été débattu et ils ont obtenu en tout cas 3 ans, et on ne sait pas effectivement ce que l'avenir nous réserve. Alors on vient de parler de flexibilité avec Isabelle, donc la première mesure très concrète finalement de ce plan, mais je me tourne vers toi à présent Benjamin. En dehors de cette mesure très concrète, qu'est-ce qu'il y a d'autre quand même dans ce plan très sommairement, parce qu'il est assez dense, on l'a dit, donc il y a pas mal de choses. Ouais. C'est intéressant, les flexibilités, c'est pas le premier chapitre du plan, le premier chapitre c'est l'innovation, et notamment il y a pas mal de mesures sur les véhicules autonomes. Pour adapter le cadre réglementaire en termes d'homologation, en termes d'essais sur la route. Il y a une alliance industrielle aussi qui est annoncée sur les puces, sur les logiciels, etc. Donc c'est un gros pilier quand même. On voit que l'Europe ne veut pas rater ce virage-là. Il y a aussi un pilier important sur les chaînes de valeur et particulièrement sur les batteries. Là aussi, il y a plusieurs mesures. Donc la Commission dit qu'elle va examiner la possibilité d'une aide directe pour la production aux batteries.
Pour l'instant, on reste à ça. Mais il y a aussi, de toute façon, il est prévu qu'elle adopte le cadre des aides d'État à la fin du mois de juin, notamment pour l'élargir aux technologies propres, dont les batteries. Donc il y aura déjà ces aides-là qui vont arriver au cours de l'année. Et puis aussi, il y a l'idée d'intégrer des critères hors prix sur les composants des batteries. Et là, ça passerait par 2 règlements à venir, indépendamment de ce plan. Des critères notamment environnementaux et aussi des critères de contenu local européen, qui est une demande importante. Le Made in Europe aussi pour l'automobile, qui est évidemment c'est un des thèmes qui sont sortis de ce dialogue. À Bruxelles. Est-ce qu'on sait quand ces deux règlements pourraient voir le jour dans la séquence ? D'ici 2026, donc il y a le règlement sur l'économie circulaire et le règlement sur la décarbonation de l'industrie. Il y a aussi des chapitres un peu plus courts dans le plan sur la question sociale, parce qu'il y a beaucoup d'usines qui ferment et qu'il y a des enjeux à former plus de monde. Et aussi un chapitre commercial, mais bon, c'est des piliers moins importants et on va peut-être pas les détailler. L'autre pilier très important quand même dans ce plan, et on va peut-être y revenir, mais qui peut être décevant à certains égards pour certains acteurs, c'est le soutien à la demande, parce que c'est un des paramètres importants si on veut que les véhicules électriques fonctionnent et qu'ils soient plus répandus. Et donc ça concerne notamment le leasing social et le verdissement des flottes, mais on va peut-être y revenir un peu plus tard. Oui, il y a des questions d'ailleurs, question de Damien qui nous interroge sur le verdissement des flottes. On a prévu d'y revenir effectivement dans une deuxième partie. J'ai quand même envie qu'on essaye de répondre à Selma si on y arrive, qui nous demande, Selma de France Mobilité Biogaz, comment on analyse le fait que la présidente de la Commission ait récemment évoqué l'importance d'aller vers une neutralité technologique globale. Est-ce que c'est un premier pas, nous demande Selma, vers l'ouverture à une analyse des émissions globales par l'analyse en cycle de vie, donc la reconnaissance des biocarburants, ou est-ce que c'est simplement une façon de laisser peut-être une porte ouverte qui vise à calmer les demandes des groupes politiques ou des industriels? Est-ce qu'on est en capacité de répondre à Selma sur ce point, l'un ou l'autre? Déjà, peut-être pour signifier que c'est une évolution dans le phrasé de la commission, le mot total, il est nouveau, il est arrivé avec ce plan d'action. La neutralité technologique, ça peut dire beaucoup de choses, et c'était déjà quelque chose qui était dans les tuyaux, mais de rajouter total, effectivement, c'est pas anodin, Isabelle. Oui, voilà. Isabelle est d'accord avec Benjamin, on est rassurés. Mais la neutralité technologique, c'est clairement un débat qui remonte en force avec von der Leyen. C'était un point qu'on a remarqué directement dans son discours d'investiture, même ça remonte à là, et c'est un sujet qu'on est allé rechercher bien loin, qui maintenant est vraiment sous les feux de la rampe. On pourra y revenir tout à l'heure. Bien sûr. Alors, je continue avec toi, Benjamin, parce que tu nous as promis de parler d'argent, et on a bien besoin d'en parler. Donc, d'argent, qui dit argent, dit évidemment argent frais ou pas dans ce plan. Est-ce qu'il y en a seulement aujourd'hui de l'argent frais dans ce plan ? Non, il y en a pas. Il n'y a pas d'argent frais. Alors, il n'y a pas d'argent dans le plan. Il évoque, alors il y a quelques sommes, il y a 570 millions au titre du mécanisme pour une infrastructure pour les carburants alternatifs, donc ça serait plutôt à destination des poids lourds. Il y a 1 milliard qui viendrait d'Horizon Europe, donc c'est le programme pour la recherche et l'innovation. Il y a 90 millions, enfin jusqu'à 90 millions qui viendraient d'Erasmus+, pour la formation, donc on a parlé tout à l'heure. Mais tout ça, donc c'est des fonds qui proviennent d'enveloppes déjà décidées. Donc c'est un peu de recyclage, quoi. Ouais, mais c'est normal, parce que déjà c'est un plan d'action, c'est une communication, donc on va chercher à compiler tout ce qui va être dans le thème. Et par ailleurs, Ursula von der Leyen, dès le début, la présidente de la Commission, a dit aux acteurs qui participaient au dialogue stratégique qu'elle n'avait pas de marge budgétaire, et donc il ne fallait pas s'attendre à des miracles. Il n'y a pas eu de miracle, mais c'est assez intéressant. Parmi les sommes qui sont annoncées dans le plan, il y a 1,8 milliard au titre du Fonds pour l'innovation, qui doivent être fléchés vers les batteries, la production de batteries. Et en fait, le plan est assez clair là-dessus, mais ces 1,8 milliard, ils proviennent d'une enveloppe globale de 3 milliards qui a été annoncée fin 2023. Il y a déjà une partie qui a été déboursée dans un premier appel. Donc, c'est pas de l'argent frais. Mais interrogé là-dessus, le commissaire au transport Apostolos Tsikostas, on lui a demandé le jour du dévoilement du plan, est-ce que c'est de l'argent en plus, qui l'ignorait, que le commissaire comme son nom ne l'indique pas. Voilà. En plus est-ce que c'est de l'argent en plus des 3 milliards déjà annoncés et nouveaux, ou est-ce que ça en fait partie? Et lui a dit, bah ouais, avec un peu d'aplomb, c'est
c'est de l'argent en plus. Bon, on va pas lui reprocher de pas maîtriser l'ensemble du plan le jour de sa publication, mais c'est quand même révélateur d'une forme d'embarras de la Commission et surtout de la difficulté qu'elle a à mettre de l'argent frais là où un secteur en a besoin, et donc elle va se reposer sur les États qui, soit dit en passant, n'ont pas beaucoup plus de marge budgétaire. Il suffit de citer l'exemple français pour s'en convaincre. Alors la pendule avance et j'ai vraiment quand même envie qu'on parle verdissement des flottes parce qu'on a pas mal de questions sur ce sujet. Je voudrais quand même qu'on termine cette première partie où on a beaucoup parlé de flexibilité en prenant la question de Simon qui nous demande, merci d'ailleurs à Simon de nous poser ces questions, n'hésitez pas à faire de même, comment l'industrie de la batterie sera-t-elle soutenue par l'Europe ? Alors il cite l'exemple de ce qui s'est passé en Suède avec Northvolt, exemple qui vous parle certainement à l'un comme à l'autre. Ouais. L'Europe doit impérativement devenir autonome sur la production de batteries pour pouvoir développer la voiture électrique. Je ne sais pas si c'est une question ou un constat, mais effectivement on imagine que c'est un prérequis. Oui, en tout cas c'est un constat notamment partagé par la France qui a en Conseil des ministres de l'Industrie réaffirmer le fait qu'il fallait que l'Europe précise son ambition rapidement là-dessus, et parce que le secteur a un besoin urgent, et la France est concernée parce qu'elle a plusieurs, on appelle ça des gigafactories de batteries dans le nord de la France qui sont dans une phase où il faut qu'elles augmentent leur cadence, et c'est une phase qui coûte cher, où il y a beaucoup de production mise au rebut parce qu'on règle les machines. Effectivement, Northvolt c'était le premier champion européen à émerger, il est suédois et il s'est déclaré en faillite en mars. Alors c'est aussi une question de gestion parce qu'ils sont un peu éparpillés sur beaucoup de projets, et comme c'est une phase qui prend beaucoup d'argent, ils se sont trop éparpillés, mais du coup les financiers sont assez inquiets, et donc c'est vraiment un enjeu important. Donc oui, la France partage le constat de Simon, et concrètement il y a cette question des aides d'État qui va arriver, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de certitude d'une aide directe. La Commission se contente de les examiner, donc bon, c'est un peu mitigé je pense, et en tout cas la France, et c'est pas la seule, appelle à plus de réponses et le plus vite possible. Merci beaucoup Benjamin. Avant de fermer cette première étape, on va reparler un petit peu quand même de simplification avec toi Isabelle. Bon, alors ça ne vous aura pas échappé, hein, la simplification c'est le mot à la mode en ce moment à Bruxelles. Il y a un paquet simplification qui est aussi prévu pour la filière automobile. Est-ce qu'on sait, Isabelle, ce qu'il peut éventuellement contenir et pour quand à peu près il est prévu? Est-ce que là aussi, alors je vais un petit peu plus loin, mais est-ce que on imagine un omnibus pareil, c'est l'autre véhicule législatif à la mode pareil, c'est l'autre véhicule législatif à la mode en s'imagine qu'un vrai bon moment pour amener ce paquet de simplification. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'industrie va pas lâcher ce morceau-là, parce que j'en parle avec elle et qu'elle nous dit c'est absolument. C'est-à-dire quand tu dis qu'elle va pas lâcher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les conversations qu'ils ont régulièrement avec la Commission, ils vont bien lui rappeler que ce paquet de simplification, il est fondamental. Moi, je parlais récemment avec un constructeur de poids lourds qui me disait, par exemple, que pour homologuer un poids lourd, le catalogue de tests à passer, c'était plus de 20 000 pages de tests. Donc on imagine là-dedans qu'il y a évidemment des choses, c'est ce qu'ils me disent, tout à fait fondamentales au niveau de la sécurité, au niveau de l'environnement, bien qu'au niveau de l'environnement, j'imagine qu'ils peuvent discuter de ce qu'ils estiment fondamental ou pas, mais 20 000 pages, voilà, ça, c'est assez parlant. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il faut absolument améliorer avec cette simplification la cohérence entre les différentes législations qui s'adressent aux constructeurs, au secteur. On me dit l'exemple du carbone footprint, donc alors de quoi on parle peut-être l'empreinte carbone, voilà, voilà.
Il y a des méthodologies de calcul qui sont dans la directive sur les renouvelables. Il y a d'autres méthodologies de calcul dans les CO2. Donc, il y a des uniformiser la data sur laquelle on s'appuie ensuite pour construire une politique. Et alors, un autre point absolument fondamental pour eux, c'est d'en finir avec cette pléthore d'actes délégués. Donc le secteur automobile est vraiment beaucoup réglementé par actes délégués. Peut-être pour ceux qui nous suivent depuis la France et qui connaissent peut-être pas forcément ce que c'est un acte délégué, de quoi on parle. Alors un acte délégué, c'est comme un décret, je dirais, en France. Disons qu'il y a la législation de base, et puis elle est détaillée par acte délégué. Et pour le secteur, c'est une source d'incertitude en fait, parce que la législation est là, et finalement on n'a pas encore toutes les règles, et ça peut durer longtemps. Donc voilà, il y a un problème à ce niveau-là, et dans les mesures de simplification, il y a cette volonté aussi d'un peu faire le tri dans tous ces actes délégués et peut-être d'avoir une législation qui est mieux rédigée à la base et qui est moins soulève moins d'incertitudes en fait. Bien sûr. Merci beaucoup Isabelle. Et pour aller plus loin sur ce sujet, 2 articles que je vous signale, qui sont signés Isabelle Smet et Benjamin Milkoff et qu'on va vous partager dans le chat pour l'édition. Donc Transport de contexte, plan d'action automobile, un véhicule très peu tuné. Voilà le titre, ça ne s'invente pas. Pacte pour une industrie propre, le travail d'équilibriste de la Commission entre compétitivité et ambition climatique. Ça nous amène à notre deuxième partie, comme promis, pour parler de l'autre bataille donc, qui s'enclenche évidemment en ce moment. Et cette bataille, c'est celle du verdissement des flottes, Benjamin. Oui, donc les flexibilités, c'est maintenant, tout de suite, et ça devrait aller vite. Mais au-delà de ça, il y a une autre bataille, c'est le verdissement des flottes. Donc, très concrètement, les entreprises ont des flottes de véhicules à disposition de leurs salariés et l'enjeu, c'est d'inciter ou de forcer les entreprises à avoir une proportion de véhicules électriques dans ces flottes parce que les flottes d'entreprises sont la source du marché de l'occasion et qu'il n'y a pas encore de marché de l'occasion des véhicules électriques. Pour nourrir donc le marché de l'occasion pour qu'il soit plus accessible et que les vers les particuliers. Exactement. Okay. Et donc ça, c'est une question qui est dans les tuyaux depuis un moment. Elle est dans la lettre de mission du commissaire au transport. Ensuite, il était précisé que ce serait effectivement une initiative législative, donc un règlement avec la codécision, le Parlement, le Conseil qui vont se prononcer sur une proposition. Et justement, c'est la nouveauté de ce plan d'action, c'est de donner la date de l'adoption de la proposition de la Commission. Donc après, c'est tout le processus de 18 mois dont parlait Isabelle qui s'enclenche. Et ça, ce sera la fin de l'année 2025. Et l'autre information qui accompagne le plan d'action, dans vraiment une communication dédiée, publiée le même jour, dédiée au verdissement des flottes, c'est que la Commission va organiser un dialogue de haut niveau, donc c'est pas la même nomenclature que le dialogue stratégique, mais pour consulter le secteur. Pour ceux qui suivent pas forcément ce qui se passe de très près à Bruxelles, le dialogue stratégique, c'est un peu le format consultatif à la mode en ce moment qu'a activé Ursula von der Leyen pour parler d'agriculture, pour parler à l'acier, du secteur de la chimie, entre autres. Enfin, tout le monde a le droit en ce moment un peu à son dialogue stratégique qui prend un peu toutes les formes. Il y a un papier d'ailleurs qui va être publié demain chez Contexte qui vous détaille de quoi on parle. Mais du coup, voilà, ce dialogue devrait être enclenché dans les prochains mois parce que la proposition arrivera en fin d'année. Et puis, la communication qui accompagnait le plan d'action, elle a aussi 3 recommandations en attendant pour que les États déjà se mettent sur le sujet, notamment des mesures fiscales ou s'appuyer sur les transports urbains. Et les transports publics urbains pour déjà verdir une partie des flottes d'entreprises. Alors avant de prendre la question de Damien, parce que j'ai promis de l'adresser, est-ce qu'on peut balayer un petit peu ce qu'en pense le Conseil et le Parlement aujourd'hui avec toi, Benjamin? Est-ce que c'est un sujet qui les préoccupe? Oui, complètement. Et donc, pour le Parlement, on a publié il y a quelques semaines maintenant des projets de résolution pour un vote qui n'a finalement pas eu lieu, donc ça sont restés des lettres mortes. Mais on a l'avis de plusieurs groupes sur l'industrie automobile et notamment sur le verdissement. Là, il y a quand même des fractures, c'est-à-dire qu'on a le PPE, donc vraiment la droite classique, qui est aligné sur les conservateurs et réformistes. Donc là, on est sur notamment le groupe du parti de Giorgia Meloni en Italie. Ils sont tous les deux alignés sur le fait qu'ils ne veulent pas d'objectifs contraignants les entreprises à verdir leur flotte. À l'opposé, on a les socialistes et les Verts qui chacun détaillent
en fonction, après les seuils des entreprises, faut les déterminer, mais ils disent voilà, on veut à telle année 50% des flottes qui seraient vertes, et puis à telle année 100% pour les verts. Donc là, on a quand même une certaine fracture. Et puis du côté des États, la France, on a eu accès et on a écrit sur une note des autorités françaises à la fin de l'année qui, elle, se disait favorable à des mesures contraignant les entreprises sans définir lesquelles. Donc, est-ce que ça va être une proportion de véhicules? Est-ce que ça va être des émissions, des émissions de CO2 du parc de chaque entreprise? C'était pas encore tranché à cette époque, mais ils sont favorables à des objectifs contraignants, là où certains États, nommément la Bulgarie et la Slovaquie, ont là récemment en conseil des ministres dit leur opposition à toute forme de contrainte sur le sujet. Donc, voilà, c'était en partie une réponse à la question de Damien qui avait en fait une question en deux parties. D'un côté, il nous demande, en reparlant de flexibilité, si la solution des 3 ans ne suffit pas, est-ce que l'Union européenne pourrait mettre en place un bonus écologique européen? Donc ça, c'est la première partie de la question. De la même manière, et c'était sa question sur le verdissement des flottes, où en sont donc ces débats européens? On vient de vous le dire, à l'image aussi de ce qui a pu être mis en place en France, parce que la France peut être dans ce débat une source, d'inspiration peut-être. Oui, et puis de toute façon c'est un sujet en France. Il y a une première proposition de loi qui était sur le métier, sur le sujet, qui n'a pas vu le jour parce que finalement le député qui l'a porté n'a pas été réélu aux dernières. Et il y a une légère secousse dans la politique française. Légère secousse, on s'en rappelle en juin dernier. Mais c'est pas fini parce que du coup il y a deux députés qui préparent une nouvelle proposition de loi, et surtout on leur a un peu coupé l'herbe sous le pied dans le budget qui a été adopté récemment, parce qu'il y a une taxe qui est censée inciter une partie des entreprises à verdir leur flotte, et donc ils doivent intégrer ça dans la rédaction de leur texte. Et puis en fait, en sous-jacent se pose la question, et ça apparaît aussi dans un rapport suite à une mission flash qu'ils ont faite, et là je vous conseille de lire vraiment le travail de nos journalistes côté français, parce qu'ils suivent ça de près. Mais oui, la question c'est notamment qui est-ce qu'en fait on cible, quelles entreprises, à partir de par exemple, est-ce qu'on va cibler les entreprises de 50 véhicules, qui ont un parc de 50 véhicules, de 100 véhicules, et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on pourrait exempter? Et je sais qu'il y a un certain lobbying du côté des loueurs, alors que c'est une cible qui potentiellement serait intéressante, parce que les véhicules d'entreprise globalement, au bout de quelques années, ils sont reversés dans le marché de l'occasion, et les loueurs c'est encore plus rapide. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux derrière tout ça en France, et c'est des travaux qui sont en cours. Donc on va suivre ça de près. Un sujet qui est notamment suivi à Paris par Juliette Droz. Je vous invite à lire évidemment ce qu'elle écrit, et toute l'équipe de Contexte Transport à Paris, où il y a vraiment un travail en Paris-Bruxelles sur cette question précisément. Isa, je me tourne vers toi pour avancer encore un peu. Donc on l'a dit, la bataille 2025, elle est plus ou moins pliée. Donc c'est important aussi de parler de la suite. Et la suite, c'est ce qui joue maintenant, en fait, dans tout ce qu'on a commencé à évoquer ensemble, c'est 2035. C'est 2035, c'est 2030 aussi, en fait. Le prochain grand rendez-vous pour les objectifs, ce sont les objectifs 2030. Dans le règlement actuel, c'est prévu une réduction des émissions de 55% par rapport à 2021. D'ailleurs, c'est intéressant de voir quand la Commission a sorti son plan d'action, c'est le nouveau président de l'ACA, donc du lobby des constructeurs automobiles, qui a souligné que sans doute il serait intéressant de réfléchir à la courbe pour arriver à 2035. Sur cette courbe, il y a évidemment l'année 2030. Donc c'est peut-être pas dit clairement, mais on peut lire son invitation comme une invitation, en tout cas, peut-être à réfléchir à ces objectifs. C'est-à-dire réduire un petit peu la voilure, revoir la cible. Ça peut être plein de choses, ça peut être aussi des flexibilités. Bon, il faut réfléchir à ouvrir le sujet à ce rendez-vous 2030. Dans tous les cas, oui, clairement, ce sont des discussions qui ont commencé il y a quelques mois déjà au niveau du Parlement européen. La droite est très très vocale là-dessus, sur la nécessité d'anticiper la révision de ce fameux règlement CO2. C'est intéressant de voir que le plan d'action ne prend pas
formellement l'engagement d'anticiper cette révision qui est prévue en 2026. Le plan d'action dit on va accélérer les travaux sur la révision, mais pendant la conférence de presse qui a suivi de la présentation de ce plan d'action, le commissaire au transport, Apostolos Tzitzikostas, a lui formellement pris l'engagement d'accélérer cette révision et a évoqué le 3e trimestre ou le 4e trimestre 2025. Donc cette révision, elle sera sur la table à ce moment-là. C'est un sujet, oui, extrêmement sensible. Est-ce qu'on va ou pas modifier, tu le demandais, les objectifs, et tous les signaux, véritablement tous les signaux sont scrutés à ce niveau-là. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé quand la Commission a présenté sa proposition sur les flexibilités 2025 dont on vient de parler. Un amendement on avait ciblé. On avait obtenu chez Contexte un projet dans lequel il y avait un considérant qui disait explicitement qu'il était essentiel, la Commission considérait essentiel de ne pas modifier les objectifs du règlement CO2. Okay. Et ce considérant, bien, il a disparu. Il a sauté dans la version finale. Ça n'est pas passé inaperçu quand la commission. Voilà. Qui a été retardé. Enfin, on attendait la publication. On l'a attendu plusieurs jours. Ouais. Elle est sortie le 1er avril en plus. Donc elle est sortie le 1er avril. C'est ça. On nous annonçait. C'était un peu bizarre parce que le fond même de cette proposition, il n'y a aucune surprise. Il avait été dévoilé avant dans le plan d'action. Il avait été dévoilé par Ursula von der Leyen même en amont. On savait que ces flexibilités, le fond allait porter sur 3 ans, pas 4, pas 5, pas 2. On savait que c'était 3 ans. Donc pourquoi ces discussions, pourquoi ce règlement n'arrivait pas? Le service du porte-parole nous disait ça sera tel jour, et puis non, c'est retardé 2 jours, on a besoin de discussion, et puis encore retardé 2 jours, besoin de discussion. Et finalement, en comparant la version initiale et la version officiellement déposé, eh bien, c'est cet amendement qui a sauté. Donc, on peut se dire que les discussions, elles ont notamment porté au sein de la Commission sur cette mention de « il est essentiel de ne pas bouger les objectifs, de ne pas modifier les objectifs de CO2 qui sont dans le règlement aujourd'hui. » Oui, parce que chez Contexte, on aime bien, vous l'aurez compris, jouer au jeu des 7 différences. Hein, ça fait partie de notre travail. Je vous relais la question d'Émile qui aborde, qui nous interroge sur le thème qu'on est en train de creuser ensemble. Alors, Émile nous demande, en gros, est-ce qu'il pourrait y avoir une marge de compromis entre les normes Euro 7 que vous connaissez évidemment mieux que moi et les objectifs CO2 dans l'éventualité où les discussions sur une révision de l'objectif de neutralité carbone reprendraient. Donc ça rejoint d'une certaine manière ce qu'on est en train de se dire. Il demande un peu plus spécifiquement si on peut imaginer que certains éléments d'Euro 7 qui avaient été abandonnés soient réintroduits en échange d'un assouplissement de l'objectif CO2 de 2035. Est-ce qu'il y aurait des alliés au Parlement, au Conseil prêts à soutenir un tel compromis? Alors là, on est un peu dans de la poétique fiction. Est-ce qu'on est en capacité de... Est-ce que c'est quelque chose qui éventuellement existe, qui est une hypothèse qui est sur la table à un endroit ou un autre? Est-ce qu'on est juste à ce stade dans la poétique fiction? Ok. Donc les normes Euro, donc on a les normes CO2. Les normes Euro, ce sont les autres polluants, les NOx. Et souvent on nous dit oui que ces 2 législations elles entrent un peu en collision. C'est difficile de performer sur les 2 plans. Alors la question, est-ce qu'on peut imaginer, on peut tout, moi j'ai envie de dire on peut tout imaginer. De toute façon, à partir du moment où c'est ouvert, on sait, même si la Commission présente une proposition dans l'objectif de la limiter d'une manière très restreinte ou très ciblée, une fois que la proposition est dans les mains du Parlement ou du Conseil, elle n'a plus cette proposition en main. Donc, de toute façon, tout est ouvert et on peut s'attendre, en effet, que ça rentre dans la balance. Hein. Ça peut être typiquement le genre de détails, disons, non pas un détail, mais le genre de dispositions qui sont réglées en trilogue, qui font partie d'un deal par rapport
par rapport à des propositions initiales qui vont dans un sens ou dans un autre. Merci beaucoup Isabelle, j'espère qu'on a contribué à répondre à Émile. Il nous reste à peine 5 minutes pour parler quand même un tout petit peu droit de douane parce qu'on vous l'avait promis et parce que évidemment c'est un sujet important dans la séquence pour la filière. Donc c'est notre troisième partie qui sera un petit peu plus brève. Impossible évidemment de parler automobile en ce moment sans parler de ces fameux droits de douane. Le secteur fait partie de ceux qui sont le plus impactés par les annonces récentes de Donald Trump. Alors comment a été accueilli à Bruxelles? Alors, on va d'abord commencer par rappeler que c'est très volatile. Évidemment, vous vous en doutez que les choses bougent très vite, qu'on est soumis comme tout le monde à une communication qui est assez erratique et qui vient de Washington, du président américain. Ce qui est vrai aujourd'hui, il n'est pas forcément à 17h, il n'est pas forcément demain. Donc c'est toute la difficulté pour analyser cette séquence et vous donner dans ces moments-là l'information la plus utile possible. Je me tourne quand même vers toi, Benjamin, pour savoir, parce que tu as suivi un peu ce blast la semaine dernière avec ces rétro-bétalages, cette pluie de nouveaux dialogues stratégiques un peu dans tous les sens sur tous les secteurs, dont un consacré à l'automobile. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment s'est passé cette semaine, comment a été accueillie cette guerre commerciale peut-être naissante en tout cas, voilà, c'était cette volte-face, c'était il y a 7 jours, jour pour jour, par la filière. Tu l'as rappelé, l'automobile est un peu à part, parce que donc, la semaine dernière, Trump a partiellement suspendu ses droits compensateurs, donc ils étaient plus 20%, il les a rabaissés à 10% pendant 3 mois pour négocier, mais l'automobile, depuis le début avril, subit une hausse de 25% de ses droits de douane, et ça faisait déjà des semaines qu'il menaçait de le faire, pas que sur l'automobile, il l'a fait sur l'automobile, il l'a aussi fait sur l'acier et l'aluminium, donc on est dans une situation particulière, et depuis le début les acteurs du secteur sont très prudents. Ils appellent la commission à la mesure et à négocier avec Washington pour essayer de mitiger au maximum ces mesures. La commission est en contact quand même continu avec Washington depuis des semaines et elle négocie, et c'est vrai qu'elle a consulté la semaine dernière, sans prévoir ce volte-face, plusieurs secteurs. Elle a commencé effectivement par l'automobile lundi dernier avec une réunion estampillée dialogue stratégique, mais on est quand même loin du format qu'il y a eu en février. Globalement, c'était Ursula von der Leyen en ligne avec une dizaine, la CA, donc l'association des constructeurs. Il y avait aussi le représentant des équipementiers qui était là et quelques constructeurs. Donc ils ont déjà répété à Ursula von der Leyen ces demandes, à la fois de négocier avec Donald Trump, mais aussi de rappeler typiquement la simplification pour être plus concurrentiel en Europe. Et puis ensuite, Stéphane Séjourné a réuni plus largement jeudi dernier, donc vraiment le surlendemain du volte-face de Donald Trump, plusieurs secteurs dont l'automobile, et là ils ont rappelé ces choses-là, et l'idée c'était d'écouter les secteurs pour savoir dans le cadre d'une négociation avec Washington ce qui pourrait être bloquant, ce qui pourrait inquiéter, ce qui pourrait être mis sur la table au contraire. Et parmi les choses qui inquiètent, il y a le fait que les exportations chinoises à destination des États-Unis, étant donné que la Chine est vraiment dans une guerre commerciale, tout le monde le sait, assez hardcore avec Washington, que ça soit redirigé vers l'Europe, et il y a déjà des surcapacités dans plein de domaines. Donc ça inquiète beaucoup de secteurs. Et une des choses qui est sur la table depuis quelques semaines et qui a été encore rappelée par la Commission hier, c'est cette idée de zero for zero sur les produits industriels. Donc c'est globalement, on met à plat tout ça, on annule tous les droits de douane sur les produits industriels, dont les voitures, et comme ça faire de l'Europe une zone exemptée, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, ça, on attend de voir. Effectivement, c'est compliqué de savoir. Et je crois que même la Commission est pas forcément très au clair sur ce que veut Washington. Communique avec beaucoup de parcimonie aussi. Dans la période, il y a eu beaucoup de prudence des autorités. Beaucoup de prudence. Dans l'expression, qui est susceptible, en tout cas, Isabelle, d'être le plus impactée par cette séquence vue de Bruxelles? D'abord, je voudrais rebondir, on parle des 25% sur l'automobile, et puis 25% aussi qui vont tomber dans pas longtemps sur les pièces détachées. Ça n'a pas été, il n'y a pas eu de marche arrière là-dessus non plus, donc c'est de mémoire le 3 mai, il y a d'autres droits de douane qui entrent en vigueur et qui vont toucher les pièces détachées. Alors maintenant, qui est le plus impacté?
comment dire, tout le monde a y perdre déjà. Hein. L'automobile, c'est un secteur qui est de toute façon, on est dans des chaînes d'approvisionnement mondiales. Même les constructeurs qui sont installés aux États-Unis, ils importent des pièces détachées. Le produit fini automobile, c'est plein de pièces détachées qui vont plusieurs fois faire l'aller-retour, qui vont passer des frontières. Donc de toute façon, tout le monde est impacté. Tout le monde est impacté aussi parce que l'automobile, c'est un produit dont la demande est très élastique, hein, donc les prix augmentent et même dans un climat simplement morose, la tendance, la demande d'automobile, elle va diminuer. Maintenant, c'est clair qu'il y a des pays ou des marques qui sont plus impactés. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On pense évidemment à l'Allemagne ici. L'Allemagne, c'est sur les 880 000 véhicules que l'UE a exportés en 2024 vers les États-Unis. Il y en avait 450 000, c'était des marques allemandes. Donc forcément, donc la moitié, plus de la moitié même. Donc ouais. forcément, ce sont ces marques-là qui vont être très impactés. Après, d'autres constructeurs sont installés aux États-Unis, Stellantis par exemple, mais aussi à des chaînes de valeur qui s'étendent au-delà des frontières. Donc, ils sont de toute façon, tout le monde est impacté, oui. Merci beaucoup Isabelle, et évidemment je vous invite comme à chaque fois à lire les briefings de contexte transport qui essaye de chroniquer au mieux cette séquence et l'ensemble des suites de ce plan d'action. Il est déjà midi moins le quart, 11h45, c'est la fin de ce live spécial consacré aujourd'hui à l'automobile et aux défis qui attendent l'industrie européenne. Merci encore pour votre fidélité, merci à Isabelle et Benjamin de s'être prêtés à l'exercice aujourd'hui et pour votre éclairage toujours très précieux. Merci à Samuel et Yanis pour la modération depuis Paris, à Nicolas Kefelec et Frédéric Dubosc pour notre très beau décor aujourd'hui. Dites-nous ce que vous avez pensé évidemment de ce live. Vous allez recevoir un lien dans quelques minutes avec un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir, ça nous aide à améliorer nos contenus. Je vous dis à très vite. Pour aller encore plus loin, évidemment, je vous invite à vous promener dans toutes nos éditions sur contexte.com, à vous plonger dans les briefings plus précisément de notre édition transport, et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau live. Demain, il y a un live qui est organisé avec Arthur Bamas de notre équipe agro sur la question des NGT, les nouvelles techniques génomiques. Il sera animé par Yann Guégan. N'hésitez pas à vous inscrire si